suis directeur scientifique du groupe Terena et j'ai eu pas mal d'expérience dans notre société en tant que directeur marketing, R&D, qualité ou achat. Et donc j'ai observé des pratiques en termes d'innovation dans des conditions et des aléas économiques divers et variés. Donc c'est intéressant de partager ça avec vous. Alors aléas, donc je travaille dans une coopérative. Cet été, on s'en est pris plein la figure. Sécheresse, donc pas de fourrage. Donc nos éleveurs sont en train de vendre leurs animaux. Et comme les choses sont reliées, ils vendent tous les animaux au même moment. Donc impact économique certain sur leur compte d'exploitation. Donc ça, c'est du réel. Un deuxième point, c'est un système d'information obsolète dans votre entreprise, un petit logiciel qui était quelque part dans la galaxie. L'éditeur vient de se faire acheter, et puis il ne le maintient plus, et c'est plus, je dirais, compatible avec une nouvelle version d'Android. Voilà des aléas qu'on vit tous les jours au quotidien, et qu'il faut, à travers une gestion des risques, mais une politique aussi d'innovation dans l'ensemble des organisations, prendre en place. Alors, innovation, mais c'est innovation et rénovation, parce que l'innovation, c'est souvent la quête du Graal, et dans une entreprise, ça arrive rarement de découvrir le Graal et puis d'avoir une rupture, comment le dire, une rupture technologique. On est plutôt sur la rénovation permanente, la rénovation des organisations, des réseaux de distribution, des produits, des technologies. Donc, il y a une sorte de flux continu d'innovation et de rénovation. Alors, il y a différentes façons de présenter un peu l'innovation. Donc, on est dans des situations très contrastées. Donc là, c'est Rhône Poulenc qui clame sur son rapport annuel. Un produit sur 4 vendu par Saint-Gobain. Rhône Poulenc n'existait pas il y a 5 ans. Donc c'était vraiment quelque chose de très très fort pour Saint-Gobain de mettre ça en avant. Et puis, ils sont capables de détailler les processus, je dirais, de leur innovation à travers les résultats des indicateurs tels que les brevets, le nombre de personnes, les centres de R&D. Donc on imagine derrière une grande complexité de gestion de portefeuille d'innovation dans un secteur industriel très structuré. Si on prend un autre exemple, mon entreprise, on est dans l'économie sociale et solidaire, on a la façon de présenter les résultats un peu différents, mais plutôt en termes de partage de flux économiques à travers l'ensemble des parties prenantes. Et donc on est capable de détailler comment le flux économique va irriguer les différentes parties prenantes, en sachant qu'on a tous la même réalité. Saint-Gobain avait, à périmètre constant, plus 5% en termes de chiffre d'affaires, plus 2% en termes de résultats d'exploitation, donc qui permet de voir les choses et d'avoir une capacité d'investissement sur le long terme. Mon entreprise, en 2017, a fait face à des aléas climatiques et puis de marché. Le Brésil, je dirais, qui était dans une situation politique un peu compliquée. Et puis la récolte de 2016 en céréales qui était très mauvaise et qui a eu un impact sur l'année suivante. Conclusion, chiffre d'affaires peut évoluer. Par contre, en termes d'excédent brut d'exploitation, c'est-à-dire le chiffre d'affaires moins les coûts de production, moins 25%. Donc vous imaginez très bien que les capacités d'investissement, la capacité à gérer le portefeuille d'innovation a fortement été perturbée. Et c'est un peu ça que l'on va regarder ensemble et en tirer quelques conséquences récentes. Alors, processus d'innovation, c'est quelque chose qui est très très documenté. On a énormément de documentation sur comment est-ce qu'on fait les différentes étapes. Nous sommes bien entourés en France à travers les régions, les structures de l'État, les pays, je dirais le secrétariat général aux investissements, et puis les pôles de compétitivité, dans la ici, donc Gépolis, où on a publié plus de 10 000 livres sur l'innovation en langue française. Il y en a plus que 1000 sur le management de l'innovation. Il y a plus de 200 consultants en France sur comment gérer l'innovation. Donc on voit que ça a été largement développé. Et pourtant, ce sont des décisions qui sont compliquées à prendre, puisqu'en fait, aller vers l'innovation, c'est un peu prioriser deux choix. Si je priorise trop un portefeuille d'innovation, je risque de louper le champion de demain, le relais de croissance. Par contre, si je ne priorise pas assez, je vais consommer de la ressource financière et humaine pour rien du tout. Et donc c'est toujours ce dilemme-là qui est à prendre en compte et qui va varier suivant la situation. Et c'est ce que l'on va voir ensemble maintenant. Donc une façon traditionnelle, en recherche et développement, de présenter l'innovation, c'est de travailler sur ce genre de tunnel d'entonnoir, où on génère, on sélectionne, on recherche, on développe, on fait du référencement. Ça, c'est gérer un portefeuille d'innovation dans notre coopérative. Et puis la mise en marché. Donc là, on est capable de regarder s'il y a un flux continu, donc là, ça va. Est-ce qu'il y a des trous dans la raquette à certaines étapes? Non. Est-ce que les différents, objectifs sont à peu près équilibrés en termes de portefeuille? Voilà.
mais ça ne donne pas vraiment d'informations du point de vue de la R&D sur le business. Qu'est-ce qui se passe si l'environnement change? Donc il y a une autre façon de présenter les choses, qui est de dire on va travailler sur une matrice où on va donc avoir la faisabilité en horizontal, la faisabilité technique réglementaire, donc qui est reliée au schéma précédent, mais aussi l'attractivité. Alors l'attractivité business ou l'attractivité, alors elle est portée par plein de fonctions au sein de l'entreprise. Si je suis commercial, mon attractivité, ça va être le chiffre d'affaires vendu. Si je suis par exemple financier, ça va plutôt être le cash flow, la trésorerie. Si je suis en marketing, je vais défendre ma part de marché. Donc en fait, on a un axe vertical qui va être documenté de façon assez différente, suivant, je dirais, un peu le service à laquelle on s'adresse, et qui permet, je dirais, une nouvelle fois, de disposer l'ensemble des projets d'innovation de l'entreprise ou d'un portefeuille en général. Donc évidemment avec des zones qui sont peu souhaitables, si ce n'est pas faisable et que ce n'est pas rentable, il faut bien éviter de le faire. Encore faut-il être conscient qu'on est dans ce carré-là. Et sinon, généralement, on essaie de prioriser ce qui est plutôt faisable à une échelle de 18, 24, 26 mois, et plutôt attractif, et de pouvoir pousser le portefeuille de projet. Néanmoins, ça ne suffit pas, puisqu'en fait, on se retrouve parfois à la réalité du capital. Alors, quand une société se crée, il y a des fonds propres qui sont généralement apportés par les fonctionnaires, les fondateurs, il y a des investisseurs tiers, et puis il y a les banquiers qui vont permettre de fonctionner tout au long de la vie d'entreprise. C'est ce qu'on appelle la rentabilité. Cette rentabilité-là, elle est importante, puisqu'en fait, elle est mesurée généralement à travers l'angle de lecture qu'on prend. Si je suis fondateur, ça doit être ma rentabilité que j'ai estimée au départ. Et donc elle peut être raisonnable ou déraisonnable, ça dépend un peu des situations. Si je suis un investisseur tiers, si je suis dans le domaine de la responsabilité ou du domaine social et solidaire, je n'aurai pas les mêmes attentes que si je suis un fonds prédateur. Et puis, pareil pour les banquiers, ça dépend du coût de l'argent et de son objectif. Donc on se retrouve avec un point qui est très important à prendre en compte, je dirais, dans l'innovation, c'est cette rentabilité, et puis d'avoir une ligne horizontale qui définit une sorte de coût moyen du capital pour pouvoir faire fonctionner l'entreprise. Alors, suivant les cas, on va donner plus de poids à ce coût du capital par je dirais, le fondateur ou par le système bancaire si la situation est un peu plus compliquée. Et puis l'échelle de temps, si je suis plutôt dans le domaine des startups, ça va être 6 mois, 12 mois, 36 mois. Et puis par contre, dans le domaine industriel, c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc les échelles de temps, donc on va regarder quelques situations. En première situation, cette entreprise, ou cette marque dans un portefeuille, peu importe, cette entreprise, donc en fait, elle est systématiquement, tout au long de sa vie, en dessous du coût du capital. Et donc elle n'a pas de rentabilité, c'est-à-dire qu'elle va, si on veut, du point de vue des actionnaires, elle va consommer du capital tout au long de sa vie, et ça peut durer très très longtemps, parce qu'en fait, elle dégage du résultat. Donc elle est capable de s'autofinancer, sauf qu'elle est complètement décalée par rapport à ses objectifs et par rapport à son environnement. Donc quelque part, gérer un portefeuille d'innovation dans ce contexte-là, c'est très compliqué, puisqu'en fait, à chaque fin de mois, il va falloir gérer l'euro entre est-ce que je le mets pour rembourser ma dette, est-ce que je le mets en termes d'intéressement et de participation pour les salariés, ou est-ce que je le mets dans un portefeuille d'innovation. Donc, difficile, pas simple. Et pourtant, il faut sortir de là. Une autre possibilité, c'est d'avoir une entreprise qui, je dirais, est aux alentours de ses objectifs en termes de coût, de rentabilité interne et de coût du capital. Alors quand tout va bien, je dirais, elle dépasse, et donc elle est capable, je dirais, d'envisager, peut-être d'innover, d'investir dans l'innovation de façon massive. Et puis en fait, elle se retrouve près dans un nouveau cycle. Alors ça peut être des cycles de 6 mois, 1 an, si les produits, le marché est très sensible. Dans le milieu agricole et dans le milieu, on est plutôt sur des cycles de 3, 4, 5 ans, les filières porc, les filières des céréales. Donc on est assez euphorique ici et puis un peu désespéré là. Et donc en fait, pour les dirigeants, le grand challenge de la gestion d'innovation dans ce cas-là, c'est de sanctuariser, de pérenniser l'effort d'innovation. Puisqu'il n'y a rien de pire que de faire du arrêt-marche. Stop and go, c'est bien pour les voitures, mais surtout pas pour un portefeuille d'innovation, puisqu'en fait, c'est le pire moyen de perdre de l'argent, de ne jamais atteindre ses objectifs. Et c'est très très compliqué, parce que quand on est dans cette situation-là, la pression augmente, on a plutôt tendance à réduire. Donc là, vraiment, le rôle du dirigeant, c'est vraiment de maintenir cet effort d'innovation tout au long de ces cycles-là.
Après, on a quelque chose qui est plus traditionnel, qui est une entreprise ou une marque qui évolue bien. Et puis, à un moment donné, alors ça peut être, je dirais, pour des raisons de promesse consommateur aux clients, ça peut être de concurrence, puisqu'en fait, comme elle a vraiment progressé, et ben donc elle a attiré les appétits de concurrents qui sont venus la challenger, qui ont baissé peut-être les prix de revient industriel, donc elle se retrouve avec une moins grande rentabilité, et puis à un moment donné, je dirais peut-être déclin, et puis si tout se passe bien, elle reste un peu au-dessus du coût du capital, de sa rentabilité, sinon elle peut terminer comme, je dirais, les sociétés plutôt de type jaune ou de type rouge. Alors là, le rôle du dirigeant, ça va être, je dirais, dans cette phase, je dirais, de croissance importante, d'accepter de mettre une partie de ses moyens sur le coup d'après pour pouvoir, je dirais, anticiper et de pouvoir après, à ce moment-là, rebondir et d'avoir un relais de croissance. Alors si c'est une marque, c'est relativement plus simple à gérer, puisqu'en fait, on est capable, je dirais, d'avoir une innovation qui va succéder. Par contre, si c'est une entreprise, une remise en cause de ce niveau-là dans une entreprise, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, c'est pas simple, et de changer de modèle économique, de transformer complètement l'entreprise, c'est beaucoup moins compliqué. Alors là, on va sur des domaines un peu exceptionnels, qui sont, je dirais, des entreprises qui sont capables d'être en croissance très très élevée pendant très longtemps, d'avoir quasiment, je dirais, une rente, c'est-à-dire une rentabilité exceptionnelle qui va leur dégager des moyens aussi exceptionnels, et de pouvoir rebondir. Généralement, on arrive sur des oligopoles. Par exemple, il y a quelques années, on parlait de certains semenciers qui investissaient plus d'1 milliard de dollars par an d'activité d'innovation. Si on parle de e-commerce, les deux premiers investissent plus de 1 milliard de dollars dans les systèmes d'innovation. Pareil pour les nouvelles technologies d'information. Donc on se retrouve sur des domaines qui sont vraiment exceptionnels, où la puissance d'innovation, la domination par l'innovation est très grande et qui empêche quasiment, je dirais, tout arriver. Sauf si le consommateur ou le client à un moment donné remet tout en cause, les positions sont tellement fortes et établies que ça va être très compliqué. Alors, on peut passer après à autre chose qui est plutôt, je dirais, de l'ordre des startups, qui sont un autre modèle d'innovation, un peu différent, et qui est vraiment, je dirais, le cœur du sujet. C'est-à-dire qu'au début, il y a quelques personnes qui vont travailler sur une preuve du concept, une sorte de modèle, je dirais, traduit en modèle économique, et puis comme ils sont flexibles, agiles, rapides, ils vont vite s'apercevoir que le modèle économique numéro 1, ça ne marche pas, parce que généralement, ils ne rencontrent pas le marché, ils ne rencontrent pas le client et le consommateur. Mais comme ils sont flexibles, ils ont passé à un modèle numéro 2. Alors ça peut être, j'ai changé en partie mon modèle économique, ou je le transforme complètement. Et donc ça peut être une fois, 2 fois, 3 fois. Alors si on prend quelques sociétés, donc vous avez des grands noms ici qui étaient au départ une start-up, qui sont maintenant des modèles un peu dominants, mais qui étaient au départ une start-up. Si on prend Criteo, qui était vraiment intéressant, qui était au départ quelqu'un qui poussait, je dirais, des annonces pour des biens culturels et qui, je dirais, aujourd'hui est un des leaders mondiaux dans le domaine de la gestion des bannières publicitaires sur Internet. Parce que faire de la publicité, je dirais, sans transformer la publicité en acte d'achat, c'est pas très bon. C'est-à-dire qu'on a tendance à plutôt dépenser de l'argent pour rien. Eux, ils ont réussi par leur puissance en termes de maîtrise d'algorithme à pouvoir avoir le meilleur taux de transformation entre une bannière publicitaire sur Internet et l'acte d'achat derrière. Et donc ça, c'est un savoir-faire. Ils font plus de 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils ont plus de 800 employés répartis dans 46 pays différents. Alors qu'ils étaient partis sur un modèle économique très très petit au départ. Donc on voit que c'est un domaine assez extraordinaire où il faut vraiment être agile et flexible. Alors autre chose maintenant, qui est un domaine un petit peu moins connu, qui sont les sociétés en hypercroissance, qu'on appelle les scale-up. Ce sont des sociétés, je dirais, qui font plus d'1 million de chiffre d'affaires, qui ont plus de 20% de croissance. Et leur problématique, c'est comment gérer l'innovation. Que gérer l'innovation, dans le cas précédent de la start-up, c'est le cœur du sujet, donc en fait ils y sont au jour le jour, parce qu'ils s'innovent en termes d'organisation, en termes de commerce, en termes de technologie. Et là, ils sont en hyper-croissance, ils ont quelque chose qui marche tellement fort que comment est-ce que je vais gérer mon innovation? Alors il y a une étude qui est vraiment très intéressante, qui a été réalisée par KPMG et puis par IFOP, qui permet de bien comprendre, je dirais, le rôle de l'innovation dans ces sociétés en hypercroissance. Alors c'est la première question qui avait été posée,
qui était plutôt une question un peu court terme, c'est quels ont été, selon vous, les deux leviers principaux de la croissance du chiffre d'affaires de votre entreprise au cours des 12 derniers mois. Et donc, dans le top 3, qu'est-ce qu'on en trouve? Eh ben, le dynamisme du marché, en fait, mais ça c'est normal, puisqu'ils sont, je dirais, ils créent le marché eux-mêmes. La culture d'entreprise, donc les talents, je dirais tout ce que les ressources humaines de cette entreprise apportent, et puis l'export, l'internationalisation, il faut aller vite, on l'a vu dans le cadre de Criteo tout à l'heure, 46 pays. Donc c'est vraiment dans le top 3. Et l'innovation produit est un peu en retrait pour expliquer cette phase d'hypercroissance. Par contre, ce sont des dirigeants qui sont très stratégiques et très stratèges. Et donc, quand on leur pose la question suivante, qui est un peu plus, je dirais, prospective, pour maintenir un rythme de croissance élevé sur les 2 prochaines années, quelles sont les 2 fonctions de votre entreprise parmi les suivantes qui devront le plus se transformer? Donc, si on regarde, dans le top 3, on a la fonction marketing et commerciale, c'est la vente de l'innovation auprès des clients. On a la fonction R&D et innovation et la fonction de production. Donc, on est bien sur vendre, sur innover et sur produire. Et donc, c'est le trio gagnant dans ces sociétés d'hypercroissance. Si on regarde maintenant un peu en termes de conclusion, à chaque étape, je dirais, les dirigeants ont à gérer cet équilibre qui est vraiment très difficile, en fait, hein, du court terme et du moyen terme, de savoir, dans certains cas, faire, je dirais, aller contre son directeur financier pour pouvoir maintenir un budget de R&D au fil du temps, malgré, je dirais, des pressions financières. Voir loin pour pouvoir avoir un fil rouge, en sachant très bien que le chemin le plus court entre A et B, forcément, n'est pas celui que l'on va prendre. Donc il va falloir être agile et flexible, trouver des solutions pour pouvoir atteindre, je dirais, l'objectif stratégique qu'on s'est donné, même si le chemin est un peu plus compliqué. Et le plus difficile, c'est la transformation par l'innovation. On est dans un monde qui va très très vite. Et aujourd'hui, il faut pouvoir accepter d'avoir une entreprise qui se transforme, je dirais, en permanence, en sachant qu'une transformation partielle est beaucoup plus facile, si c'est de l'organisation, si c'est un réseau de distribution, si c'est une technologie, si c'est une machine, c'est plus simple que de remettre en cause la totalité de son modèle économique. Mais on a bien vu tout à l'heure que quand on est dans une société qui est plutôt en dessous, je dirais, de la rentabilité interne nécessaire à son développement, ça devient très compliqué. Donc le challenge, même pour une coopérative, c'est d'accepter de transformer son modèle économique, sa relation avec ses clients, les agriculteurs, pour pouvoir inventer avec eux autre chose. Et c'est le pari, je dirais, de grand nombre de coopératives aujourd'hui en France. Donc voilà un peu en synthèse ce que je voulais partager avec vous. Merci. Puisque vous venez d'évoquer les agriculteurs de votre coopérative, comment sont-ils impliqués justement dans ces réflexions autour de l'innovation, parties prenantes, acteurs? L'avantage dans une coopérative, c'est que les agriculteurs sont représentés par des administrateurs qui sont aussi des agriculteurs et qui font partie du conseil d'administration et du bureau du conseil. Donc ça leur donne, je dirais, une voix et une participation très active au niveau de l'innovation, notamment en termes d'innovation, d'organisation, de distribution, de pratique. C'est quelque chose qui est plus naturel, puisqu'ils sont, je dirais, dans le conseil d'administration. Et l'avantage aussi, c'est qu'on a le groupe des salariés qui est aussi inclus, puisqu'en fait, si je prends dans notre cas, on a 32 administrateurs, dont 2 salariés, 2 qui viennent du monde salarié. Donc on essaie d'avoir cette osmose-là. C'est pas simple, c'est compliqué, puisque en fait, parfois il faut savoir tenir, je dirais, des positions pas faciles. Là, les conditions économiques sont très compliquées, mais il faut pouvoir dire non, le portefeuille de R&D a été sanctuarisé, il doit être absolument pérennisé, puisque sinon, si on l'arrête, de toute façon, on va perdre tout ce qui est passé. Et on ne peut pas arrêter une thèse, on ne peut pas arrêter, je dirais, un travail avec un partenaire, avec une alliance. Donc la difficulté, c'est de sanctuariser, de pérenniser des actions de recherche et développement et d'innovation, malgré la tempête. Ça m'intéresserait de savoir comment Interina, vous gérez la relation avec les startups, parce qu'elles se développent beaucoup. Comment l'innovation, vous l'intégrez? Est-ce qu'il y a des rachats? Comment vous prévoyez toute cette partie? Alors au début, on observait un peu, je dirais, ce phénomène se développer. Et puis après, moi j'aime bien, c'est mettre les mains dans le cambouis. Donc en fait, avec une autre coopérative, Access Céréales, on en a créé une qui s'appelle Reuse, qui est une start-up dédiée à la gestion du data agricole et qui propose des services dans le domaine des outils d'aide à la décision et de l'accompagnement. Et c'est bien plus agréable, je dirais, d'être dedans et de comprendre. Et c'est beaucoup moins compliqué, puisqu'en fait, au départ, il faut chercher des clients, il faut pérenniser l'activité. Et donc, on est aujourd'hui
plus aptes à pouvoir, je dirais, investir dans d'autres startups, les aider, puisqu'on a compris comment ça fonctionnait de l'intérieur, en sachant que le meilleur moyen de tuer une startup, c'est de l'intégrer à un business au courant, puisqu'à ce moment-là, on lui applique son modèle dominant, et c'est le dominant qui gère en fait la situation. Donc en fait, on l'a gérée à part, elle est complètement à part, elle est isolée, elle n'a même pas enseigné, elle est à Paris. Pour être sûr, je dirais, de la laisser en vie et de pouvoir évoluer à son rythme de start-up et non pas l'intégrer à un modèle dominant coopératif. Est-ce que vous pouvez nous expliciter comment un modèle d'innovation interne à votre coopérative, que vous avez appelé, je crois, la nouvelle agriculture, qui est un modèle systémique très global, entre la prévision que vous avez pu en établir et son déroulement, quelles sont les tensions que vous avez pu connaître et également les réussites? Alors l'histoire a commencé en 2008 et pendant, je dirais, 7 ans, c'était un peu le premier plan, un plan qui s'appelait 2008-2015, voilà, et qui travaillait autour, je dirais, de ce qu'on appelait à l'époque, c'est peut-être un peu moins aujourd'hui, l'agriculture écologiquement intensive, un peu le paradigme de Michel Griffon. Et donc c'est ce dont nous nous l'étons approprié. Et donc pendant 7 ans, on a fait que de la R&D pour les agriculteurs, pour innover sur les différents secteurs, la production végétale, la production animale, sans aucune valorisation commerciale. C'était un peu le socle technologique de l'entreprise. Et puis à un moment donné, donc, on s'est senti, je dirais, assez serein pour pouvoir, je dirais, aller voir et aller se confronter sur le marché, en sachant qu'on a pris une précaution qui s'appelait en interne les sentinelles de la terre, c'est-à-dire des agriculteurs un peu pionniers qui étaient capables de prendre en compte cette innovation, de la transformer dans leur entreprise et de savoir en parler au niveau des consommateurs et des clients. Donc une fois cette étape franchie, donc le socle technologique de l'AUI plus, je dirais, les sentinelles de la terre, on a été capable de créer une marque, la nouvelle agriculture, qui est la marque des agriculteurs, parce qu'elle appartient, je dirais, aux administrateurs de terrain. Et là, on est beaucoup plus serein pour pouvoir, je dirais, avancer vis-à-vis des réseaux de distribution. Et généralement, quand on travaille avec les commerciaux, nos agriculteurs, nos sentinelles de la terre viennent avec les commerciaux expliquer ce que c'est concrètement que cette marque, qu'est-ce qu'elle fait pas. Donc évidemment, c'est un nouveau pari, un nouveau challenge pour nous. On a commencé par un domaine qui n'est pas le plus simple, qui était le domaine de la production animale. Et donc aujourd'hui, on gère un portefeuille toujours technologique de l'AU, mais on gère aussi maintenant un peu, je dirais, les allégations de toute marque, les points de différenciation de cette marque-là, qui sont la nutrition animale, qui sont, je dirais, l'environnement. Et donc c'est maintenant un portefeuille plutôt, je dirais, d'éléments de différenciation de la marque est à gérer, toujours sous-tendu par le socle technologique de l'AU. Donc il y a un vrai fondement sur le socle technologique interne. Vous nous avez expliqué que l'innovation, ce n'était pas la quête du Graal, j'ai donc bien entendu ça. Par contre, si on est dans un processus de rénovation continue, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir systématiser un travail de veille et définir des choix stratégiques. Ça se traduit comment pour vous, d'un point de vue pratique? Alors effectivement, les rénovations, c'est vraiment un flux continu. Alors, il y a deux éléments. Dans une équipe R&D, naturellement, ces personnes-là ont des missions de veille, elles sont capables d'aller chercher des choses qui existent à l'extérieur de leur entreprise. Mais l'innovation au sein de mon entreprise notamment, on la vit durant 360 degrés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'innovation technologique ou agricole, il y a aussi l'innovation d'organisation. On essaye de s'adapter en permanence à avoir une organisation qui colle, aux demandes du marché et aux demandes, sociétales, environnement. Une demande aussi de réseau de distribution. Aujourd'hui, donc depuis 2 ans, nos clients, nos adhérents, nous ont demandé de dire on élimine le papier, on veut un service de télévente en ligne. C'est-à-dire qu'on veut être capable, quand je de téléphoner, d'être immédiatement reconnu en termes de numéro de téléphone, pour pouvoir avoir un opérateur qui nous connaisse parfaitement et qui est capable de faire des propositions. Donc on est obligé de modifier complètement notre attitude commerciale. Et aujourd'hui, les grandes rénovations internes sont de cet ordre. C'est-à-dire vraiment être le plus près de la satisfaction du client en rénovation commerciale, en rénovation marketing, en rénovation de système d'information. Ce sont vraiment les grands enjeux aujourd'hui. Parce que donc on est en train de passer de l'innovation technologique à l'innovation, sociétale, la satisfaction du client est en train de se mettre en place. Les aléas sont de plus en plus violents et de plus en plus rapides.
Et donc votre coopérative base toute sa production sur des agriculteurs qui ont plutôt des cycles, on va dire, en termes de formation, en termes de lien à la nature et à la production peut-être plus lents, en tout cas pas aussi, qui ne s'accélère pas autant que les aléas. Au sein de votre coopérative, comment est-ce que vous diffusez cette capacité à réagir face au changement, et est-ce que vous avez un plan spécifique pour informer et faire en sorte que les agriculteurs soient le plus réactifs possible quand c'est nécessaire? Alors, quelque chose de très fort en interne, qui est peut-être un début de résilience, c'est de ne pas opposer les systèmes d'agriculture entre eux, ni les agriculteurs entre eux. C'est-à-dire, globalement, accepter la diversité globale de l'agriculture. Dans les administrateurs, on a des administrateurs qui sont des administrateurs, je dirais, de type agriculture conventionnelle, mais aussi on a des gens qui sont très 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 pointus dans le domaine de l'agriculture biologique, et même dans toutes ces agricultures nouvelles qui apparaissent. Et c'est cette diversité qui est perçue comme, je dirais, un facteur de résilience en interne. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est formation. Formation des agriculteurs. Le conseil d'administration, je dirais, est très vigilant là-dessus, et il propose des formations en permanence pour les adhérents, en sachant que mieux on est formé, mieux on peut comprendre, je dirais, l'environnement. Troisième chose, c'est la proximité avec nos adhérents. On a beaucoup de techniciens. Alors des techniciens qui sont, je dirais, de deux types, des techniciens qui sont des techniciens commerciaux, mais aussi des techniciens conseils. Et si je dirais, la séparation du conseil et de la vente je dirais, se profile, on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants, on pense que le conseil est un facteur aussi de résilience. C'est-à-dire notamment un conseil, non pas, je dirais, sur quelle est la molécule qui est intéressante, mais plutôt, je dirais, une approche globale et holistique de l'entreprise. Et donc, c'est de donner des conseils pour toujours avoir une entreprise agricole, il y a le client face à face, qui soit, je dirais, le plus résilient possible en termes de conseils. C'est vraiment des choses qui sont importantes et qui se font étape par étape. Et puis après, c'est la capacité aussi, je dirais, adosser à ses adhérents de valoriser la totalité de leur production agricole, donc en se diversifiant aussi nous-mêmes, donc aussi bien sur les productions végétales, où on n'a pas que, je dirais, les fameuses céréales à pain, mais aussi d'autres plantes différentes. Et puis en termes de production animale, c'est d'essayer d'avoir, je dirais, des filières de production telles que la nouvelle agriculture, mais aussi des labels rouges, aussi des bio, pour pouvoir sortir, je dirais, de la commodité. Parce que le cycle infernal, c'est d'être, je dirais, mis en concurrence avec un produit de commodité qui vient de l'autre bout de la planète. Ça, c'est clair. Donc en fait, il n'y a pas une seule solution, mais il y a plein de petits points qui permettent en fait de rendre le système plus résilient du point de vue agricole. Mais c'est très compliqué. Bonjour, je représente le pôle de compétitivité Céréales Vallée au Habitat. J'ai une question plus sur la forme. Votre entreprise est connue pour son dynamisme, et on voit bien dans le discours que vous parlez d'innovation continue, toujours présente et toujours active. Et pourtant, votre présentation s'intitule « L'innovation pour faire face aux aléas », ce qui sous-entend qu'elle est réactive, c'est-à-dire on a un stimulus aléatoire et on innove par la réaction. Et même dans votre discours, vous parlez de rénovation continue et pas de construction. Et alors, je m'interroge si c'est volontaire, si ça dénote une stratégie particulière. Est-ce que c'est pour faire mieux accepter cette innovation? Est-ce que vous pensez qu'en construisant, en étant plus en rupture proactive, on a un problème d'acceptation du changement? Ou est-ce que c'est autre chose? Non, c'est simplement, je dirais de façon très humble, en tant que directeur marketing, j'ai jamais rencontré de rupture. Des rénovations fortes, oui, mais des ruptures technologiques qui changent complètement le modèle, je les ai rarement rencontrées, je ne les ai même pas rencontrées. J'ai travaillé sur des grandes marques, on faisait de la rénovation, on insérait de la nouvelle technologie, on insérait quelque chose de nouveau, ce n'était pas une rupture du modèle. Je pense qu'il n'y a que dans le modèle des startups avec des pivotages aussi violents que l'on est vraiment face à des ruptures. Donc c'est pour ça qu'en interne, quand on parle d'innovation, ça englobe bien les deux. C'est-à-dire l'innovation, je dirais,
mais aussi la rénovation quotidienne qui permet de faire évoluer les produits. C'est généralement une rénovation quotidienne, elle est un peu silencieuse, elle n'est pas forcément connue du consommateur. Souvent, on fait des rénovations sur des marques, déjà pour des problèmes de productivité, pour des problèmes de compétition, pour des problèmes de réglementation. Donc, c'est pas un effet d'essai, c'est vraiment, je dirais, quelque chose qui est un fait. En fait, on a très peu dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire, je dirais plus une évolution permanente des produits, des pratiques, et pas vraiment de rénovation qui change complètement le modèle économique et de l'intérieur. En matière d'innovation, un des principaux alias, c'est finalement que l'innovation ne soit pas acceptée par les utilisateurs. Donc vous êtes une coopérative, vous avez la chance d'avoir en fait avec vous les agriculteurs qui sont les utilisateurs des innovations que vous allez mettre en place. Est-ce que dans votre stratégie et votre process d'innovation, vous incluez vos agriculteurs dans la conception pour fiabiliser le cycle de conception de ces innovations? Alors, définitivement oui, et le souci qu'on a, c'est qu'on ne va pas assez vite. C'est-à-dire que c'est le nombre de salariés, à la limite, qui ne va pas assez vite, si on veut dire ça comme ça, pour produire des innovations et des rénovations, que l'acceptation. En fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est quelque chose d'assez extraordinaire, au moins que c'est assez extraordinaire. Parce qu'en fait, la sortie d'innovation et son assimilation par les usagers est quasiment instantanée. Avant, on dit souvent qu'il fallait 50 ans pour qu'une innovation soit acceptée mondialement. Maintenant, c'est 5 mois, quoi. Et au niveau de la coopérative, c'est ça, on sort une innovation, je dirais, qui est facilement assimilable. Quelques mois après, c'est fait. Hein. Donc, si je prends un outil de décision, donc un OAD tel que sur la mesure du bien-être animal, sur la filière porc, en quelques mois, je dirais, les éleveurs se sont emparés de cet outil-là, l'ont utilisé, ont demandé à leurs techniciens de faire une évaluation, et puis c'est parti, c'est devenu banal. Et donc après, ils se disent, mais le coup d'après, ça va être quoi? Et comment est-ce que, je dirais, je peux encore progresser? Non, l'innovation et l'assimilation de l'innovation sont tellement aujourd'hui proches, parce qu'on a les bons outils, parce que, je dirais, on est vraiment dynamique là, que c'est plutôt le rythme de sortie des innovations et des rénovations qui aujourd'hui a cadencé, je dirais, à valoriser, puisqu'en fait, sinon c'est innover pour innover sans apporter, je dirais, un élément, un vrai bénéfice personnel à faire, généralement ça ne marche pas, quoi. Donc c'est quel est le bénéfice à faire du client, de l'utilisateur, en agriculture, pour pouvoir, je dirais, le déployer. Je reviens sur la question précédente et la réponse que vous avez formulée. Est-ce à dire que les innovations qui ont été mises en place chez les agriculteurs ne sont pas des innovations de rupture dans le cadre... Est-ce que ça paraît... Vous ne considérez pas ça comme quelque chose qui change en tout cas leur manière de voir ou de gérer leur exploitation? C'est du progrès continu. Je serais assez humble là-dessus, c'est plutôt du progrès continu. Ça ne remet pas en cause, ça ne change pas leur modèle économique. Voilà, si on doit trouver, je dirais, à un moment donné... Si une innovation change complètement leur modèle économique, on peut appeler ça l'innovation de rupture. Si, je dirais, ça change uniquement, je dirais, le modèle économique du vendeur, quelque part, ou de la start-up, de la société, oui, d'accord, mais pour l'agriculteur, il est en progrès continu, il augmente sa rentabilité, il augmente sa compétence, mais ça ne change pas profondément son modèle économique à lui. On peut voir ça, je dirais, de deux côtés, mais globalement pour lui, ça ne change pas, il progresse en permanence, mais ça ne change pas son modèle économique. Performant, tout ce qui est, je dirais, l'agriculture de précision, ça augmente la performance, ça lui permet peut-être d'économiser du temps, ça lui permet d'économiser des produits, ça lui permet peut-être de moins investir dans des machines agricoles très sophistiquées, mais ça ne remet pas en cause son propre modèle économique. Que ça remette en cause le modèle économique du machinisme agricole, des sociétés de biostimulation ou d'autres trucs, je suis d'accord, mais pour lui, non. Vous complétez le débat, dans le modèle économique de l'agriculteur, si on prend ce système-là comme modèle de référence, de ce que je comprends, c'est qu'en fait, il va produire une matière première végétale qu'il va vendre par un système, que ce soit la coopérative ou en direct, on va pas.
Mais à partir du moment où on met de l'agriculture de précision, par exemple, on va générer de la donnée. Rien que cette donnée, aujourd'hui, elle a de la valeur. On peut la commercialiser, on peut en faire commerce. Est-ce que le fait même que l'agriculteur qui génère cette donnée puisse la commercialiser et en faire valeur, c'est pas le changement de son modèle économique? Si, ça peut être une externalité positive. Il peut avoir, je dirais, un financement. C'est ce qu'on imagine aussi en interne, c'est de financer, je dirais, une flux de données de bonne qualité. Parce qu'avoir des données pour des données, ça ne sert pas à grand-chose. Et par contre, des données de bonne qualité, des adhérents qui feraient des efforts sur la qualité des données, sur, je dirais, l'automatisation des données, sur les équipements, je dirais, dans un bâtiment d'élevage, pour capter de la donnée, qu'elle soit robuste, je dirais qu'elle soit pérenne. Oui, ça, c'est des choses que l'on va mettre en place. Mais pour son modèle économique, ça lui fait, je dirais, une activité de plus, mais son cœur de modèle économique, c'est-à-dire sa production végétale, sa production animale, c'est plus performant, mais n'est pas remise en cause, n'est pas complètement changé. Si vous considérez finalement que vous n'avez jamais vécu de vraies innovations de rupture, est-ce que vous vous sentez suffisamment prêt finalement à affronter un aléa tel que un aléa au sens de quelque chose de non prévu? Et est-ce que vous aurez finalement cette résilience? Parce que en même temps on peut se dire voilà, si vous l'avez jamais vécu, est-ce que vous vous sentez prêt? Est-ce que le plus simple pour le vivre, c'est d'être dans des situations, je dirais, à risque de sortir du confort des très grandes entreprises pour aller dans le domaine des startups. Si on veut vraiment vivre une rupture, c'est de participer à 1, 2, 3, 4 pivotages, c'est-à-dire avoir une idée au départ, elle ne correspond pas au marché, se remettre en cause totalement pour pouvoir innover sur une deuxième idée, une troisième idée, une quatrième idée. Là, je dirais les vraies ruptures, les gens y vivent au quotidien. Après, dans des changements de modèle aussi puissants, dans des grandes marques, c'est relativement rare. C'est relativement rare. Après, c'est le degré d'acceptation du changement. Voilà. Si on accepte le changement assez simplement, les risques de rupture, je dirais, sont assimilés. C'est le progrès continu. Par contre, c'est le changement de modèle économique qui est violent. Quand on change complètement le modèle économique d'une entreprise ou d'une marque en totalité, c'est quelque chose de très violent, puisque c'est une remise complètement en cause des organisations, y compris avec les ressources humaines. C'est-à-dire que les ressources humaines initiales ne sont plus du tout les mêmes que celles d'après. Ça veut dire qu'il faut changer d'entreprise, il faut remettre en cause. Là, ce sont des choses très violentes. Les startups le vivent, ça. Ils les vivent, je dirais, dans leur trip, puisqu'en fait, ils sont confrontés à ça quasiment tous les mois. Pour rester dans le même registre, innovation de rupture ou pas, on est aujourd'hui, on a beaucoup parlé en tous les cas ce matin du zéro résidu. Et si demain on dit zéro phyto, est-ce qu'une entreprise comme la vôtre, elle est capable de se projeter? Est-ce que c'est de la rupture et comment on anticipe? Oui. On a une très très grosse activité en agriculture biologique. Si l'agriculture biologique, je dirais que réponse pour vous, on a un des plus gros producteurs, je dirais, en production végétale, en production animale, avec je dirais, le savoir-faire pour le faire. Et aujourd'hui, si je prends des exemples, il y a des administrateurs qui, je dirais, sont pointus, qui étaient un peu pionniers, qui, en 20 ans, me disent je fais de l'élevage de volailles depuis 20 ans, j'ai utilisé en 20 ans 2 antibiotiques, et c'était à cause, je dirais, des poussins qui étaient malades. Pareil, en tant que production végétale, il y a des agriculteurs qui me disent écoute, ça fait 15 ans que j'ai commencé à me mettre en cause sur mes propres, je dirais, méthodes pratiques agricoles. Je suis sur des assolements très très longs. Là, j'ai eu un vrai changement de modèle économique il y a 10 ou 15 ans, puisqu'en fait, passer de 2 modèles de culture à 3, 4, 5, 6, 7, ça suppose des réseaux de distribution, du stockage, une vraie réponse. Et là, oui, mais c'est, je dirais aujourd'hui, c'est quel est l'effet d'éducation interne qu'on peut, je dirais, mettre en place pour que ce savoir-faire se diffuse au niveau des différents adhérents. On aura un frein au changement, c'est pas ça. Tout le monde ne sera pas capable de dire. Tout le monde ne sera pas capable de dire. C'est pour ça qu'on opposera les agricultures, les agriculteurs. Simplement pour conclure, nous autoriser un commentaire sur la façon dont vous avez défini la rente. C'est peut-être l'économiste qui va parler, mais vous avez défini la rente comme un surprofit exceptionnel. Et je serais quelque peu étonné parce que d'habitude, l'économie a défini la rente comme une différence de prix liée à l'exploitation d'un facteur rare. Et là, je fais allusion aux auteurs classiques comme Alfred Marshall ou bien d'autres. Et justement,
la rente est souvent présentée dans le classique comme prompt assez rodé, et je voudrais étant comme un des moteurs de l'innovation. Et là, vous m'avez présenté un domaine assez particulier qui, voilà, pour ma part, m'a posé question. Voilà. Je pense que ça ne manquerait pas de surprendre.